travers de la DMP, utiliser ces informations. Alors ces outils sont bien sûr opérationnels, ils sont indispensables, mais ils ne sont pas une finalité. La finalité, on va le voir, ce n'est pas non plus la data, mais la data c'est le carburant, donc c'est un outil, c'est au cœur du dispositif, cette data, elle est indispensable bien évidemment, et une data, un carburant, il nous faut un carburant performant, un carburant vert, aujourd'hui on dirait, mais ce n'est pas non plus une finalité en soi. Pour piloter cet ensemble, il nous faut bien sûr un pilote qui est indispensable, c'est la BI, la Business Intelligence ou le marketing prédictif. Et puis, ce n'est pas une finalité en soi, parce que la finalité en soi, c'est finalement de passer la ligne d'arrivée en vainqueur avec une satisfaction client qui soit optimisée. Mais c'est un des critères, bien sûr, qui va nous permettre de mesurer notre finalité, de mesurer nos performances. C'est aussi la finalité de satisfaire les employés dans l'entreprise, parce que là, on va rentrer dans un cercle vertueux qui est que la satisfaction des employés rejaillit sur la satisfaction des clients et réciproquement. Et puis, c'est bien évidemment l'augmentation du chiffre d'affaires et des marges, et ou des marges, mais en général, c'est les deux à la fois. Et là, bien évidemment, on va pouvoir tirer des KPI, des indicateurs sur ces différentes tendances de performance qu'on veut mesurer pour savoir si nos actions marketing, que ce soit sur les données, sur notre marketing prédictif et sur toutes les campagnes qu'on peut mener par ailleurs, sont pertinentes ou pas. Alors, quand on parle bien sûr de RCU, référentiel client unique, de CRM, de DMP, on a besoin d'une vision unique du client, et dans ce contexte big data, quelques difficultés se présentent à nous. La première, c'est la centralisation d'informations qui sont disséminées parce qu'elles sont multicanales, elles sont parfois en silo dans l'entreprise, donc il va falloir les agréger, et ça, c'est pas une mince affaire. Alors, la variété et l'harmonisation de ces informations, c'est aussi, je le disais tout à l'heure en introduction, lorsqu'on a plus d'informations, elles ne sont pas structurées de la même façon, elles viennent du social, elles viennent du web, elles viennent de données extérieures, elles viennent de différents services dans l'entreprise, et donc elles sont riches d'un certain sens, elles n'ont pas la même valeur d'ailleurs dans cette entreprise, en fonction de leur provenance. Ça, c'est les 5V que l'on retrouve donc sur le big data, avec aussi une part importante de volumétrie, parce qu'il faut être à même de traiter beaucoup plus d'informations aujourd'hui et d'agréger beaucoup plus d'informations en synthèse. Et puis, il faut agir avec une certaine vitesse, parce que le temps réel est une de ces composantes essentielles. Alors, je reviens sur la valorisation, sur le sens. Il y a beaucoup d'informations, mais toutes ne sont pas forcément utiles. Donc on pourrait être amené à déterminer, notamment avec des techniques de data mining, donc de BI, quelle est la valeur de l'information et quel type d'information on doit mettre ou pas, enrichir ou pas, mettre à jour ou pas dans une base de données. Et puis, bien sûr, quelle est sa véracité, quelle est sa fiabilité, parce qu'une information qui ne vit pas, une information qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas mettre à jour, est une information qu'on ne va pas pouvoir utiliser de façon pérenne. Alors, quels objectifs, quels besoins par rapport à mes données aujourd'hui? Donc on peut avoir un premier objectif de qualité de données. Pourquoi? Parce que c'est le socle de l'information, notamment pour l'agrégation, pour la centralisation de cette information. Est-ce que mon information est complète? Est-ce qu'elle est fiable? Est-ce qu'elle est régulièrement mise à jour? Quels sont mes process de mise à jour de l'information? Est-ce qu'elle a une intégrité relationnelle vis-à-vis des autres informations dans la base? Est-ce qu'elle est redondante ou pas, cette information? Donc j'ai un certain nombre de questions à me poser. Est-ce que j'ai besoin de définir une certaine documentation, d'avoir des dictionnaires pour qualifier cette information? Donc là, je vais avoir un travail de qualité de données qui est assez fastidieux parfois et qui mérite qu'on y attarde de toute son attention, et qui est une des bases, parce que tout ce qui va découler derrière, si on loupe cette étape-là, on va avoir des difficultés, notamment pour enrichir cette information, parce que les informations qu'on collecte à l'intérieur de l'information, à l'intérieur de l'entreprise, ne sont pas forcément complètes. Donc on va pouvoir avoir recours à des données externes, à des bases différentes en interne, parce que tout à l'heure je l'évoquais, l'information est en silo, et puis aujourd'hui l'open data arrive et ça va révolutionner, notamment en 2017, on attend de grandes choses, en particulier dans le secteur du B2B, avec des informations du type SIRET, INSEE, etc., qui vont devenir publiques.
Troisième point important, c'est la consolidation, la fusion et la transformation de l'information. Alors consolidation, parce que vous le voyez au travers du petit schéma ici, on a différents silos dans l'entreprise, et donc pour créer ce référentiel client unique, on va avoir besoin de consolider, de fusionner des informations parfois redondantes et complémentaires, et transformer aussi l'information, parce que lorsqu'on fait des analyses, si je gère par exemple mes achats, le fait d'avoir 3 achats dans ma base de données ne me donne pas une fréquence, ne me donne pas une récence, ne me donne pas des montants globaux un montant global d'achat. Donc je vais avoir besoin de transformer cette information et ça je vais avoir besoin de le faire de façon régulière, voire de façon temps réel selon mes applications. Et puis derrière je vais exploiter cette information. Alors, comment est-ce que je l'exploite, l'information? On va le voir juste après ce petit sondage, nouveau sondage. Et là, je change ici. Voilà. Je vais vous demander de répondre à, selon vous, quels sont vos besoins prioritaires. Alors, essayez de vous limiter à 2 besoins pour que le sondage soit un petit peu plus parlant. Premier point, c'est la qualité de données. Le deuxième, c'est celui qu'on vient de voir, c'est-à-dire l'enrichissement. Troisième, c'est celui de consolider cette information et de la fusionner pour obtenir un référentiel client unique. Le troisième, c'est de l'exploiter dans un CRM et dans une DMP, parce qu'on peut avoir ce type d'outils et puis ne pas les exploiter à fond. Et puis, le quatrième point, c'est le cinquième point, pardon, c'est celui de la BI, de la Business Intelligence, où là, on va rentrer plus dans des aspects de marketing prédictif, avec des scores, avec du data mining, bien sûr avec du reporting en amont, mais la finalité, c'est, vous vous en souvenez, ces aspects marketing prédictif. Alors, essayez de rester à 2 prioritaires, donc qualité de données, fusion RCU, 30%, et la BI. Voilà, donc ça s'anime. Voilà, est-ce que tout le monde, ça se stabilise? Ah, alors c'est parce que j'ai pas dû... Ah, vous n'arrivez pas à en sélectionner plus d'un? Bon, alors c'est parce que j'ai mal paramétré le système. Alors restons sur un, ça sera encore plus parlant. Donc la BI reste une priorité. Voilà, on va clôturer le... Donc la BI devant le CRM et la DMP et le RCU et la qualité de données. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, un certain nombre de gens sont déjà matures sur le sujet de la qualité et l'enrichissement de données, que le RCU est déjà créé et qu'on peut être dans cette phase de DMP et de BI. Alors, pour arriver sur ces aspects de BI et de consolidation d'informations, on va être dans une méthode qu'on va appeler agile. Pourquoi? Parce qu'il va falloir être réactif sur un certain nombre de choses, notamment et attentionné lorsque on va examiner la demande et l'expression de besoins du client. C'est un prérequis que le client ait une idée assez précise de ce qu'il souhaite faire, même si souvent on va compléter avec lui cette approche parce qu'on peut lui apporter un éclaircissement sur ses interrogations et donc recalibrer un petit peu, un tant soit peu, les demandes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est bien sûr de monter un mode projet avec une équipe chez le client et une équipe notamment chez le prestataire comme Amabis. Cette équipe qui va être chargée de faire évoluer, de vérifier le bon déroulement du projet, notamment au travers de roadmap et de monter des workshops pour, en symbiose avec le client, vérifier l'avancée du projet au fur et à mesure. Alors c'est des aspects excessivement importants parce que notamment lorsqu'on fait du RCU, notamment lorsqu'on monte des DMP, ce sont des aspects qui touchent plusieurs types de services dans l'entreprise, donc on est relativement transverse. Ça veut dire qu'il faut coordonner des services entre eux et donc on a besoin d'être très précautionneux sur la façon dont tout ça avance. On en passe par des phases d'audit pour savoir où on est, l'état de l'entreprise dans ces différents domaines.
bien sûr. Ça, c'est un prérequis également. Et puis, on va bien sûr réaliser un certain nombre de prestations et fournir des livrables. Voilà ce sur quoi on peut s'engager en début de projet, c'est-à-dire de donner des livrables, de donner une roadmap et puis de collaborer avec l'entreprise sur des points, des jalons et au travers de différents workshops. Alors, l'approche doit être globale. Pourquoi? Parce que dans une entreprise, on a trois choses à examiner qui sont complémentaires, indissociables et primordiales. La première, c'est bien sûr de travailler sur les process de circulation de l'information dans l'entreprise. On va redétailler tout ça ensuite. C'est de travailler sur le savoir-faire et les compétences en interne, et puis de travailler sur les outils, c'est-à-dire sur la technologie utilisée pour gérer bien sûr le système d'information. Quels sont ces logiciels qui vont être utilisés par les différents utilisateurs, qu'ils soient internes ou externes de l'entreprise, et donc quelle data on va générer de cette utilisation. Alors, les processus, lors des audits, on va bien sûr auditer à la fois les processus online et offline, parce qu'on a besoin de vérifier l'existant dans l'entreprise. Alors, c'est des processus qui sont bien sûr primordiaux, c'est la saisie des leads et des prospects. Comment est-ce que les prospects, les leads et les pistes arrivent dans l'entreprise? Quels sont les outils qui sont mis en place, quels sont le process de commande qui gère cette circulation d'informations, comment est-ce que ça passe d'un service à un autre, parce que c'est là comme ça qu'on va se rendre compte des différents écueils, des différents points d'amélioration sur lesquels on peut interagir. C'est comment est-ce qu'on identifie l'entreprise, les clients, des prospects. C'est bien sûr quels sont les process de mise à jour de l'information au cours du cycle de vie du client, au cours du cycle du parcours client dans l'entreprise. Donc tous ces aspects-là sont importants et vont bien sûr être corrélés au savoir-faire. Alors, exemple, on est amené à étudier dans une entreprise et à auditer dans une entreprise les process, et en regardant les gens travailler, en étudiant ces process, on va se rendre compte que les pratiques actuelles sont pas forcément optimisés. Pourquoi? Parce que parfois les outils, bien sûr, posent problème et que de mauvaises habitudes ont pu s'insérer dans l'entreprise parce que les outils étaient limités. Et donc, il n'y a pas forcément non plus eu de formalisation de bonnes pratiques qui vont être définies en interne avec les utilisateurs qui, eux, connaissent leur métier, connaissent leurs contraintes et connaissent aussi leurs outils, mais en fonction de ce qui est disponible dans l'entreprise, on agit en conséquence. Et puis une sensibilisation, une formation des personnels à la collecte de la data, parce que, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, le carburant essentiel pour faire fonctionner le marketing, et le commercial bien évidemment, c'est la donnée client qu'on collecte de différentes manières, et c'est pour ça que le savoir-faire dans l'entreprise est primordial. Et puis, lorsqu'on va cartographier le système d'information, on va s'attarder sur les différents outils, les différents logiciels qui peuvent parfois être limités parce qu'ils ont une ancienneté, parce qu'ils fonctionnent en silo, ils ne communiquent pas complètement d'un outil à l'autre. Et puis, bien évidemment, en fonction de la taille de l'entreprise, c'est plus facile dans une PME lorsqu'on a on a un système d'information plus réduit avec moins d'outils que dans une grande entreprise, un grand compte où on va retrouver beaucoup plus d'applications à faire communiquer entre elles. Donc l'aspect RCU, notamment référentiel client unique, sera beaucoup plus délicat. Quelle est ensuite la qualité de la data? Vous vous rendez compte au travers de ces aspects de processus, de savoir-faire et d'outils que d'une entreprise à l'autre, on va trouver des choses tout à fait différentes, tout à fait variées et qui nous amènent à une qualité d'information bien évidemment très variable de l'une à l'autre. Alors parlons justement de qualité de données et de fiabilité de cette base de clients actifs, parce qu'on peut sortir des grandes tendances, notamment aujourd'hui, sur des aspects de déménagement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en moyenne, sur le particulier, 12%, c'est une moyenne nationale, mais ça peut bien sûr varier d'un département à l'autre, même d'un arrondissement à un autre dans les grandes villes. Donc l'information est à date de péremption, tout bouge et il y a des déménagements bien évidemment. La normalisation postale, c'est un chiffre moyen, mais il peut y avoir des écarts beaucoup plus importants. Alors l'adresse postale reste un élément déterminant parce qu'elle permet une identification relativement précise d'un individu ou d'une entreprise. C'est quelque chose, l'adresse postale et géographique est beaucoup moins volatile qu'une adresse mail par exemple ou qu'une adresse téléphonique.
Les doublons, c'est un critère essentiel également parce que ça a un impact direct et financier dans l'entreprise. Hein, lorsqu'on fait des campagnes, lorsqu'on a cette redondance d'informations, c'est tout le BI et tous les scores qui peuvent être impactés par une trop forte redondance d'informations. Et bien sûr, ça a des coûts sur les campagnes et sur la relation client qui sont non négligeables. C'est les anciens PND, un pli non distribuable, ou les NPAI qui sont en recrudescence. Pourquoi? Parce que la mécanisation de la Poste fait que il y a il y a des contraintes différentes pour la Poste. Il y a une mécanisation qui fait qu'on remplit de plus en plus la sacoche du facteur de façon mécanique et de moins en moins manuelle. Et donc un taux aujourd'hui de 7% n'est pas forcément anormal. Ce taux a été relevé par le syndicat national de la communication directe il y a 2 ans, parce qu'on a constaté une augmentation justement. On considérait que 5% c'était à ne pas dépasser, et voilà, aujourd'hui ça augmente, c'est 7%. Le taux de sirétisation, donc de complétude de cette information au niveau de l'entreprise, du SIRET et d'autres informations de type NAF et autres, est relativement faible en général, et en B2B sont des critères essentiels qui permettent des enrichissements ultérieurs. Les hardboons, lorsqu'on fait de l'emailing, on considère qu'aujourd'hui 2% de hardboons, c'est une limite à ne pas dépasser, mais là aussi c'est un critère effectivement à surveiller, parce que de plus en plus on a des difficultés à router et la délivrabilité de l'email reste un sujet stratégique. Donc la base de données évolue, et pour ça on a des traitements qui nous permettent de traiter les coordonnées, de valider les coordonnées, des traitements automatiques qui vont nous aider à fiabiliser l'information client pour pouvoir réaliser de bonnes études derrière et consolider cette information. Donc on travaille sur le titre, la civilité, le nom, le prénom. Pour les redresser également, c'est délicat lorsqu'on n'a pas le prénom dans une base de données, parce que en particulier lorsqu'on veut agréger de l'information au titre foyer, si on a un nom versus un prénom rempli dans un des enregistrements et qu'on n'a qu'une initiale dans l'autre ou pas de prénom dans l'autre, est-ce que c'est la même personne? Est-ce que ce sont deux personnes? Est-ce que c'est le mari ou la femme dans l'entreprise? Donc il est important de pouvoir distinguer ce type de choses. Dans certains systèmes d'information, titre, nom, prénom sont dans le même champ. Dans d'autres, c'est séparé. Souvent, lorsqu'on a un formulaire web, on n'a qu'un seul champ de saisie pour mettre la civilité, le prénom et le nom. Alors parfois, la civilité n'est même pas saisie. Donc, lorsqu'on va faire des agrégations, c'est parfois délicat. Et donc, ça peut paraître anodin, la civilité et le prénom, mais ça reste stratégique. Les fautes d'orthographe également, les fautes de frappe dans le nom de famille sont aussi des obstacles à la consolidation de l'information. Je parlais tout à l'heure de l'adresse postale, qu'on appelle RNVP, donc restructuration, normalisation, validation postale. C'est un des traitements qui permet de garantir qu'une adresse est correctement orthographiée selon les normes de la Poste. Et là, on va un petit peu plus loin que ce qu'on peut trouver sur des sites de plans, puisque on va au-delà de la simple voie. On peut descendre au niveau du bâtiment, de la résidence, de l'escalier, et tout ça contribue à fiabiliser une information et à identifier une personne pour être au plus proche de cette déduplication, donc individu et foyer. Même si on utilise moins de façon postale, l'adresse reste l'élément discriminant pour l'unicité. Géocodage et géolocalisation. Donc géocodage, c'est le fait de pouvoir enrichir avec un code iris qui va nous permettre d'enrichir d'informations de type INSEE ou DGI. Je vais y revenir. Et la géolocalisation, c'est le fait de mettre des coordonnées de latitude, longitude qui permettent en temps réel de faire un certain nombre d'études, notamment pour les zones de chalandise, des zones isochrones de déplacement par rapport à des points de vente, puisque avec le mobile, on peut identifier en temps réel les personnes se déplaçant. Dédoublonnage, déduplication, qui découle bien sûr d'une qualité préalable des données que j'ai évoquées à l'instant, et qui vont nous permettre donc d'éliminer toute l'information redondante, ou tout du moins de la minimiser. La validation de l'email, qui reste un critère crucial, puisqu'on communique beaucoup avec l'email, et il a une date de péremption, il évolue, notamment en B2B.
Validation et enrichissement de téléphone fixe, téléphone mobile, qui reste encore un critère de communication important et qui peut être aussi utilisé comme critère de dédoublonnage et d'unicité. La validation d'enrichissement SIRET-NAV, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est quelque chose encore de peu répandu et qui va avec l'open data certainement augmenter l'année prochaine. Alors l'enrichissement de données, c'est un certain nombre de critères en B2C qui vont permettre de valider donc les adresses email, les adresses téléphone, les adresses mobiles. Lorsqu'on n'a pas cette information, on a la capacité, lorsqu'on a un certain nombre d'individus, de prospects qui se sont présentés à nous et qu'on n'a pas pu collecter cette information, d'aller les chercher et donc de les enrichir via des mégabases de données qui nous permettent donc de nous constituer une base de prospects beaucoup plus solide. Des tranches d'âge également, ou carrément la date de naissance qu'on va pouvoir enrichir. Je vous donnerai tout à l'heure des ordres budgétaires. On peut aussi enrichir avec la présence d'enfants, le nombre d'enfants dans un foyer qui peut être qualificatif et descriptif d'un comportement donné. Ce sont des éléments qui nous permettent de les introduire dans des scores qui permettent donc de prédire des comportements. Le statut et le type d'habitation, est-ce que c'est un habitat vertical, est-ce que c'est un habitat horizontal, donc est-ce que c'est un pavillon, est-ce que c'est une résidence, est-ce que c'est une tour, est-ce que la personne est propriétaire, est-ce que la personne est locataire. Donc ça, ce sont des informations qui sont disponibles dans des mégabases, et si vous n'avez pu les collecter en interne et que vous êtes bien sûr, vous travaillez sur du particulier, on a cette capacité d'aller chercher l'information à l'extérieur et d'enrichir donc vos bases pour pouvoir faire du data mining. Alors, ça c'était l'enrichissement de l'information à l'adresse, et on peut enrichir au quartier, parce que si on n'a pas beaucoup d'informations ou on n'a pas forcément le budget nécessaire, on peut aller chercher des critères qui sont liés au quartier, notamment à l'IRIS. Alors la France a été découpée en quartiers de population homogène de 2000 habitants, et des études INSEE et Direction Générale des Impôts nous permettent d'enrichir avec des informations qui vont concerner l'aisance du foyer, donc avec des notions de haut revenu, de CSP, de diplôme, de notions de propriété, par exemple. Et puis, alors ça, bien sûr, c'est pas à l'adresse, mais c'est au quartier, donc on va dire, cette personne a statistiquement plus de chances d'être dans des hauts revenus ou pas dans des hauts revenus, dans tel type de CSP ou pas, tel type de diplôme ou propriétaire ou pas. Donc c'est statistique, mais ça permet d'obtenir un minimum d'informations via le quartier. Et puis, on travaille aussi sur l'environnement, c'est-à-dire est-ce que le prospect est dans une zone commerçante, est-ce que c'est une zone urbaine ou rurale, est-ce qu'il y a un taux de chômage plus ou moins élevé, etc. Et tout ça, tous ces éléments peuvent être descriptifs d'un comportement donné. Et utilisables donc, quand je vous montrais tout à l'heure la courbe du score, ce sont des éléments qui peuvent rentrer dans ce calcul de score. L'enrichissement de données en B2B, vous avez ici un tableau qui vous donne des éléments qu'on peut renseigner à partir soit d'un numéro SIRET, ou lorsqu'on n'a pas le numéro SIRET, on va travailler sur la dénomination commerciale, sur la raison sociale et l'adresse pour pouvoir ajouter l'enseigne, le code d'activité, le chiffre d'affaires à l'export, le résultat net de l'entreprise. Donc autant d'éléments qui peuvent être discriminants, déterminants pour monter un modèle de comportement parce que l'entreprise se porte bien, parce que l'entreprise fait ceci, parce que l'entreprise ne fait pas cela. Donc ce sont des éléments complémentaires sur, encore une fois, le type de prospect et de client que vous pouvez avoir en base si vous n'avez pas ce type d'information. Vous aurez ce tableau en information dans le diaporama qui vous sera remis à la fin de ce webinaire. Alors, la consolidation fusion de données sont des choses excessivement délicates à faire, et là aussi la méthodologie projet va nous aider à réussir ce challenge. Donc première des choses, définir un modèle de données, parce que toutes les informations ne sont pas forcément utiles. Donc il faudra au préalable définir un certain nombre d'objectifs qui nous permettront de définir quel type d'informations on doit absolument collecter, on doit synthétiser, on doit agréger dans le référentiel client unique pour que ce soit utilisable avec le CRM et pour que ce soit utilisable avec la DMP.
La normalisation de l'information, on vient d'en parler. Les règles d'unification, c'est là où un cahier des charges excessivement précis doit être établi. Et parmi tous les projets qu'on a pu mener, on se rend compte que même si on est exhaustif lorsque on crée ce cahier des charges, qu'on examine avec le client ce cahier des charges, il y a toujours des cas qui nous échappent. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un certain nombre de cas spécifiques auxquels le client n'a pas pensé, auxquels nous, on ne peut pas penser parce qu'on connaît moins forcément la base du client, on connaît moins ses règles d'unification. Notamment, il y a parfois lorsqu'on a des cartes de fidélité qu'on doit agréger avec des gens, lorsque les cartes ont une certaine ancienneté, les règles ont évolué, mais comme la carte était très vieille, les nouvelles règles n'ont pas pu lui être appliquées, donc du coup on est passé au travers de cette règle-là, voilà, et on va tomber sur des cas qui ne devraient pas être agrégés ou qui sont agrégés et qui deviennent des exceptions, et il faut gérer ce type de choses. Alors après, il va falloir faire dans ces règles, donc, quelles sont qui nous permettent d'identifier les doublons, élire une fiche qu'on appelle première de groupe ou tête de groupe ou première ou fiche maître par exemple. Donc quelles sont les informations qui sont primordiales pour élire cette fiche en fonction des différentes sources d'informations. Alors ça peut être une date une fréquence de mise à jour, ça peut être une date de mise à jour, ça peut être une source de mise à jour. Enfin, on peut faire un certain nombre de critères multicritères, donc avoir une sélection multicritères pour élire cette fiche maître, et là aussi on doit parfaitement définir ces règles d'élection de la fiche qu'on doit conserver avec le client. Quelles sont les règles de fusion, d'enrichissement, quelles informations prennent le pas sur telle autre en fonction de la source. Donc tous ces critères doivent être définis en fonction de règles de précision, de perfection. Et là, il faut éviter l'écueil de vouloir être trop parfait, parce que lorsqu'on est dans cette fusion d'informations, dans cette agrégation d'informations, est-ce qu'on doit absolument, et notamment pour les clients, c'est stratégique, hein, est-ce qu'on doit être très très précis au risque de louper des agrégats? Est-ce qu'on doit être un peu plus large au risque d'agréger des gens qui ne sont pas réellement clients? Donc voilà, dans ces phases, il y a un équilibre à trouver qui n'est pas toujours simple, et c'est pour ça qu'on avance progressivement une étape après l'autre, et on travaille de façon relativement agile, c'est-à-dire qu'on va faire un premier jet, analyser les résultats et puis réajuster. Néanmoins, il ne faut pas chercher à être trop précis. Et sur ce type de choses, on a parfois du contrôle manuel à faire sur un certain nombre de data, parce que l'intelligence automatique a des limites, et parfois même une intelligence manuelle ne peut décider si ou non il s'agit du même foyer, si ou non il s'agit de la même entreprise, et on a parfois besoin d'une enquête complémentaire approfondie, notamment avec un appel téléphonique, pour valider cette redondance. Donc, cet exercice de consolidation, fusion de données mérite toute votre attention, parce que c'est vraiment quelque chose de délicat sur lequel le mode projet est obligatoire, et il faut s'entourer de précautions pour ne pas pour respecter les délais, notamment sur ce sujet-là, parce que ça peut conditionner dans le traitement la mise en œuvre derrière d'autres éléments qui sont bien sûr stratégiques et qui ne peuvent être décalés dans le temps. Alors, vous le voyez, dans l'exploitation, derrière le RCU, c'est bien sûr la consolidation de ces informations. Le CRM va exploiter aussi et peut faire partie aussi du RCU, de l'alimentation du RCU. Et la DMP, c'est cette plateforme qui va permettre de manager, et notamment la DMP vient du web. Alors tout à l'heure, on a posé la question et une réponse y a été apportée. Donc, Data Management Platform, pour coordonner notamment en temps réel, puisque c'est quelque chose, cette notion nous vient du web. Elle va permettre d'automatiser les interactions, de réagir automatiquement à certaines sollicitations qui viendraient du web, et donc elle va s'appuyer sur des données CRM, elle fait le lien avec l'information client qui peut être dans l'entreprise, et puis les interactions qui peuvent se dérouler sur le web, pour automatiser au travers de scénarios qu'on a définis bien évidemment au préalable ces interactions, ces relances. Et puis la partie BI va s'appuyer sur l'ensemble de cette information consolidée pour que, soit en temps réel au travers de la DMP, soit en temps différé au travers du CRM ou des plateformes de marketing automation, on adapte
sa stratégie de campagne, on adapte sa stratégie d'offre, on adapte sa stratégie de réaction en fonction des éléments, des scores de prédiction qu'on a pu faire. Tout à l'heure, je parlais de score d'appétence, de score d'attrition, de score de réactivation pour des gens qui, par exemple, gèrent du consommable. Quelle est la fréquence à laquelle il faut les relancer sur le consommable pour éviter une pression marketing trop forte, donc être dans un bon timing, dans un bon contexte, et ça c'est essentiel. Alors quels sont les budgets maintenant sur ces aspects de qualité de données? Donc j'ai mis ici en bas, vous voyez, la notion d'acquisition de leads, de 15 à 300 euros l'acquisition de leads en fonction d'un certain nombre de critères. Et vous voyez qu'ici, sur la validation d'une adresse, on est de l'ordre du centime. Donc on est à 10 euros du 1000. On est sur la validation de l'adresse, on est dans les mêmes ordres de prix, là même au millime sur la validation d'adresse email. Donc quand on rapporte cette qualité de l'information à l'acquisition d'un lead, vous voyez qu'on est très nettement inférieur et que ça mérite votre attention pour valider l'information que vous avez déjà présente et mettre en place des outils interactifs, notamment pour que lorsque dans l'entreprise l'information est collectée, elle le soit de la meilleure façon qui soit et qu'elle soit contrôlée le plus possible en temps réel. Pourquoi? Parce que souvent en temps réel, on a les moyens de valider l'information parce que soit on a l'interlocuteur en face de soi, soit c'est l'interlocuteur lui-même parce qu'il est internaute et qu'il saisit sur votre site web qui a une alerte en disant ah, l'adresse que tu me donnes ou le téléphone que tu me donnes ne correspond pas à ce que j'ai en base ou n'est pas validé par mes outils. Est-ce que tu confirmes que c'est bien la bonne information? Alors, au-delà de ça, ces aspects interactifs de traitement de l'information permettent non seulement de fiabiliser, mais également d'assouplir le poste de travail et de fiabiliser l'information, donc de la saisir d'une façon qui soit plus rapide, et donc on gagne en productivité. Ça c'est pour l'interne, mais on gagne également en souplesse et en ergonomie pour l'utilisateur sur l'externe. Et ça c'est aussi un des critères importants. Ça permet notamment aussi en interne d'anoblir le poste de travail d'un opérateur si c'est un téléacteur par exemple dans un centre d'appel ou si c'est un commercial qui utilise le CRM, lui simplifier la vie c'est toujours très positif. Alors des budgets enrichissement de données, vous n'avez pas l'email, il est possible d'acheter l'email. Et là on est vous voyez à 50 centimes, donc 500 euros du 1000. Vous n'avez pas le mobile et vous avez besoin du mobile pour envoyer des SMS, vous pouvez également acheter des SMS, enfin des mobiles pour faire du SMS. La date de naissance, vous voyez, c'est 15 centimes la date de naissance et c'est un élément important aujourd'hui dans les critères qui nous permettent de gérer des appétences, des scores d'appétence, des scores d'attrition. La présence du conjoint, la présence du nombre d'enfants, le statut de l'habitation. Donc toutes ces informations sont des critères prépondérants pour faire des scores. Alors quels sont les bénéfices à avoir une information de qualité? Alors ces bénéfices, je vous les donne en synthèse. Pourquoi est-ce que je vous les donne? Parce que ils sont des éléments qui vous permettent de mettre en place des KPI et donc d'avoir des éléments de mesure pour pouvoir réajuster. L'idée c'est de se fixer des objectifs, d'avoir pas de son. Est-ce que tout le monde m'entend? Alors, a priori, c'est ponctuel le son. On répondra à la question de Jean-Michel un peu plus tard. Alors, en synthèse, donc c'est gain de performance commerciale, bien évidemment, parce que à partir du moment où mon information est de meilleure qualité, mes opérations seront, parce que je vais faire de la BI et du marketing prédictif, je vais mieux cibler mes populations, je vais mieux réagir, je vais mieux servir également. Donc je vais gagner en productivité et en agilité en interne dans l'entreprise. Donc ça c'est pour ma satisfaction client et bien sûr la satisfaction du personnel et ma satisfaction entreprise. Je vais optimiser ma connaissance client, donc améliorer mes cibles, mon ciblage et ma relation, mes interactions. Je vais optimiser mes campagnes parce que j'aurai de meilleurs rendements. Je vais vous montrer d'ailleurs un petit tableau ensuite. Je vais améliorer ma qualité de service parce que ma façon de répondre à ma sollicitation client va me permettre d'être beaucoup plus pertinent, de répondre de façon beaucoup plus rapide. Je vais également anticiper les insatisfactions parce que j'aurai une meilleure qualité de service.
Donc je vais améliorer mon parcours client, je vais améliorer ma satisfaction de ce client, tout ça parce que mon information collectée sera meilleure, j'aurai pu en avoir une analyse et donc une lecture différente et je pourrai mieux comprendre et anticiper les besoins de mon client. Et puis bien sûr, je vais gagner en image de marque parce que dès lors où j'ai une satisfaction interne supérieure, dès lors où mes salariés sont contents d'apporter un certain nombre un service de qualité et qu'ils sont fiers de ce qu'ils produisent, et puis que j'ai des clients qui deviennent des ambassadeurs, je gagne en image de marque. Alors ici, j'ai mis un ROI sur une opération de 50 000 envois sur lequel on avait une réponse positive qui générait 1 000 euros de revenus. Et j'ai juste voulu montrer que lorsqu'on en envoie un certain nombre, hein, là j'en ai envoyé 200 000, ici on a le gain, et ici on a les opérations où là je suis dans une situation parfaite où à la fois je n'ai pas de doublon individu et je n'ai pas de doublon foyer. En introduisant une simulation sur laquelle j'ai 4% de doublons individu et 11% de doublons foyer, donc ça ce sont des situations tout à fait réelles. Vous voyez qu'ici mon ROI sur mon opération qui était de 33%, il chute à 15,5%. Et mon manque à gagner, du fait des doublons, hein, tout simplement parce que j'ai des doublons, et donc quand j'envoie ici, j'ai pas de doublons, mon nombre de répondants ici positif va être forcément inférieur puisque j'ai envoyé la même quantité, mais quelqu'un qui est contacté 2 ou 3 fois parce qu'il est soit doublon individu, soit doublon foyer, ne va pas répondre 2 fois pour me faire plaisir, hein, bien évidemment. Donc mon manque à gagner ici est quand même sur cette opération de 26 750 euros. Et bien évidemment, pour dédoublonner une base de données, ça ne coûte pas ce budget de manque à gagner. Donc il est important d'avoir à l'esprit le fait que la non-qualité des données peut avoir une incidence importante, un impact important, donc c'est manifesté ici avec une chute du rendement de 50% de l'opération. Alors nos clients le disent, ils gagnent avec des automates notamment de qualité de données, ils ont gagné 124 jours sur le temps d'un opérateur. Donc 57% du temps d'un opérateur fichier qui faisait des mises à jour manuelles pour obtenir dans une cellule de télévente des informations téléphone qui étaient indispensables. Les conserveries Label Illoise, en magasin, lorsque vous passez, vous êtes, pour vous proposer la carte de fidélité, on saisit votre information et donc lorsqu'il y a du monde à la caisse, il faut aller vite. Il faut donc fluidifier le passage en caisse, il faut faciliter la saisie, autant d'éléments qui, grâce à des outils de qualité de données, permettent d'optimiser le parcours client et donc une bonne expérience pour lui. Autre aspect avec Gainvert qui avait des difficultés d'acheminement sur son site internet, donc il y avait des adresses qui parfois étaient mauvaises et lorsque au départ de la livraison on se rendait compte que l'adresse était mauvaise, la camionnette était bloquée, la camionnette de livraison était bloquée et donc on élimine désormais 99% des adresses qui étaient précédemment rejetées sont éliminées dès la saisie de l'information dans le bon de commande, enfin dans le panier online. Voilà, sur des abonnements presse, bien sûr, on libère l'internaute lors de sa saisie, on valide derrière et l'adresse postale lors d'un abonnement pris en ligne est importante. Alors, j'ai du mal à passer à la page suivante. Voilà. Alors, quelques petits mots concernant Amabis. Expert en data management, à la fois prestataire et éditeur de solutions et de services. Alors, dans des domaines qui sont ceux qu'on a évoqués bien évidemment ce matin, la qualité de données, l'enrichissement de données avec une approche donc globale, donc conseil, audit, diagnostic, prestations correctives et préventives, avec toutes les solutions possibles et inimaginables, donc à la fois en solutions SaaS et non SaaS, donc logiciel, prestations SaaS, services. Et puis, un autre aspect qui est le référentiel client unique, le CRM, la DMP et la business intelligence avec des offres complètes
pour PME, et puis des aspects analyse descriptive et prédictive de parcours client pour faire de la BI, pour faire de la prédiction de comportement, donc pour rentrer dans ce database marketing, dans ce data marketing, dans ce marketing prédictif qui permet d'anticiper les besoins, qui permet d'anticiper les politiques et donc de mieux répondre aux clients. Infogérance et bien sûr services complémentaires. Alors on est présent bien sûr sur tout type de secteur d'activité. Pourquoi? Parce que tous les secteurs d'activité sont concernés par le sujet de ce matin. Et que ce soit dans le domaine de l'édition, dans le domaine de la banque, de l'assurance, dans le domaine des services, encore une fois, tous les secteurs sont concernés. Alors, il nous reste quelques minutes. Je me tourne vers Yves qui me donne une série. Il y a une question, puisqu'on a pu répondre, je pense. Alors, la question de Jean-Michel qui était comment connaissez-vous l'information de la présence? Eh bien, tout simplement, lorsque vous êtes sur des jeux concours, lorsque vous êtes sur un certain nombre de sites, par exemple en ligne, hein, on vous demande de déclarer vos informations. Alors, c'est des informations qui, typiquement sur des comparateurs d'assurance, des comparateurs, et vous communiquez vos informations et vous avez un opt-in qui vous demande si vous êtes d'accord pour que les informations que vous avez déclarées soient communiquées à des tiers pour que vous receviez des offres promotionnelles qui soient en accord avec vos besoins. Dans ce cadre-là, ces informations sont donc mises à disposition d'un certain nombre d'annonceurs et donc on a la capacité de les confronter. C'est-à-dire que on ne va enrichir que les informations que vous aurez vous déjà présentes. Jean-Michel, cette réponse? Alors sur quel pourcent? Alors les bases, oui, c'est une bonne question ça, Jean-Michel. Les bases se composent de millions d'individus, mais c'est évident qu'on ne matche pas forcément à 100%, et on ne matche jamais d'ailleurs à 100% avec votre base de données. Ça veut dire qu'on va matcher peut-être à 10, à 20, à 30% de votre base de données, et qu'au préalable on vous fait un comptage pour vous dire, pour que vous ayez une idée assez précise du budget. On va prendre votre base de données, on va la confronter à la méga base, et puis on va vous dire, voilà, on peut enrichir en date de naissance, par exemple, à 12%, on peut enrichir en email à 25%, et on peut enrichir en présence d'enfants à 17%. Voilà. D'autres questions? Alors vous allez retrouver le diaporama d'ici quelques minutes, le temps que je le mette en ligne. Je vous donne rendez-vous prochain webinaire le 22 mars pour des aspects un tant soit peu plus fonctionnels et techniques sur tout ce qui concerne l'adresse. Je vous donne rendez-vous également le 7 avril avec un prochain webinaire sur le marketing prédictif. On reviendra un petit peu plus en détail sur les techniques de marketing prédictif. Alors pour nous contacter, vous avez notre site web amabis.com sur lequel vous avez un formulaire de contact. Vous avez notre numéro de téléphone qui s'affiche sur la dernière diapo. Voilà. Et puis on va reprendre le contact. Vous avez la possibilité également de demander à être relancé par en haut, vous avez une petite, dans votre barre, vous avez la possibilité de demander une interaction avec Amabis, et donc on vous rappellera en conséquence. Oui, le support va être téléchargeable dans quelques instants. Pour le son, bah, écoutez, pour le son, a priori c'était plus un problème local puisque d'autres avaient un son parfaitement bien. Donc, ça sera un problème à résoudre pour le prochain webinaire, mais peut-être encore une fois il faut friser la vidéo. Ah, la vidéo, le nom, alors c'est sur mon nom et votre numéro. Bah, vous l'avez là, on va vous le mentionner là dans le chat, le numéro. Yves est en train de vous le communiquer. Parfait. Nous allons donc conclure ce webinaire. Je vous remercie à tous d'être présents.
Je vous donne rendez-vous donc le 22 mars et puis bonne journée et au plaisir. Au revoir.